Salut et bienvenue dans Love Light. Aujourd'hui, il m'a laissé son siège jaune, mais il est à côté de moi. Salut Alex. Salut Alban. Merci, d'habitude je suis l'agitateur. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, tu nous emmènes, on est parti à Nice en shooting avec toi. On a suivi toute cette journée de shooting. Je te propose de découvrir tout dans une vidéo qui dure une dizaine de minutes, qui est hyper bien faite. Et pour ça, je voulais simplement dire un grand merci à notre caméraman qui est là, Florian, qui a tout fait, tout filmé, qui a monté, tout produit, tout monté. Un type exceptionnel. Et puis nous, en fait, on se concentre et on regarde ce grand reportage, on va dire, à Nice, à l'Observatoire de Nice. C'est parti. Le cadre de cette photo, c'est de mettre en avant d'abord le patrimoine azuréen, dont fait partie bien entendu l'Observatoire de Nice, et puis surtout de mettre en avant également une personne, une femme, qui a été la première astronome à travailler à l'Observatoire de Nice dès les années 30 à peu près. Il s'agit de Marguerite Laugier, qui a découvert énormément d'astéroïdes, et notamment le premier astéroïde qui a été découvert à l'Observatoire de Nice, ça a été fait par cette femme en 1932. Donc c'est de faire un petit clin d'œil, on est dans l'époque 1930, donc costume d'époque, avec une personne qui a une trentaine d'années, un peu plus, et qui représente en fait la féminité de cet observatoire, qui a été élaboré par Gustave Eiffel et Monsieur Garnier au niveau du bâtiment. On arrive, il est 10h30, on a toute l'équipe qui attend devant l'observatoire. La make-up artiste, la modèle, et puis toute l'équipe, bien sûr, qui va faire l'assistanat au niveau de la photographie, et puis l'équipe de tournage aussi, puisqu'on a la chance de faire le backstage de tout ça, en tout cas le making-of. Les personnes de l'observatoire nous ont gentiment prêté l'intérieur de l'observatoire, qui est sur la partie inférieure, qui est chauffée et qui est en fait ni plus ni moins que le musée de l'astronomie. Donc on a eu la chance de pouvoir se poser là avec la make-up artiste, avec la modèle. Il faut se changer, il y a un petit coin, il y avait l'équipe, le café, enfin chacun, c'est très bon enfant en fait, finalement. Le shooting se fait devant l'observatoire pour voir la coupole, à deux endroits qui sont stratégiques. Un premier endroit qui est face aux escaliers et face à cet Apollon qui a été recouvert de feuilles d'or très récemment, puisque tout l'observatoire a été restauré il n'y a pas très longtemps. Et puis une autre partie où on est sur une butte avec justement l'observatoire en fond, ça c'est pour les extérieurs. Et puis une grosse partie également qui va être à l'intérieur, où là, cette fois-ci, on est dans la coupole, on voit cette lunette de plus de 17 mètres, et bien entendu, on va être obligé d'utiliser du matériel un peu particulier de par la grandeur de ce lieu. Au niveau de l'équipement, on est ce qu'on appelle dans le cadre d'un shooting connecté, comme ça se passe le plus couramment quand on commence à être un petit peu dans du haut niveau. L'intérêt d'avoir un shooting connecté, c'est d'avoir immédiatement la restitution de la photo, non pas sur un écran d'appareil photo qui est un peu trop flatteur pour la plupart des gens, et puis surtout en termes de colorimétrie, c'est pas forcément la réalité. Donc là, l'image est envoyée directement, là en l'occurrence sur le portable, et on a un Phase One, qui est la Rolls des appareils photo avec quelques autres appareils, et qui a surtout une particularité, c'est d'avoir une très grande résolution, puisqu'on est sur une photo qui va faire à peu près 150 millions de pixels, et surtout une dynamique de couleurs qui est restituée, puisqu'on est presque sur 14 stops, 14 IL, pour pouvoir restituer cette photo. Ça, c'est au niveau appareil photo. Et puis, bien entendu, quand on est en intérieur, mais même en extérieur, il est impératif de travailler la lumière. Et c'est là où interviennent en fait l'ensemble des boîtes modelers avec des flashs qui ont une garantie de systématiquement développer la même luminosité avec la même température de couleur systématiquement. Donc on est sur du matériel Profoto au niveau des flashs qui sont pilotés par radio directement avec le boîtier, avec le Phase One. Et puis on a des boîtes à lumière qui vont être des ombrelles pour pouvoir éclairer la coupole, qui vont être ce qu'on appelle des strip box, qui vont éclairer cette fois-ci tout en hauteur
la partie du modèle, et puis de l'Octabox qui, elle, va jouer le rôle de faire cette fameuse lumière qu'on aime voir dans les yeux, qu'on appelle le catch eyes, qui va permettre de faire scintiller les yeux de la modèle. La première difficulté, c'est effectivement de par la grandeur de ce bâtiment, c'est d'avoir un grand angle. On est obligé de shooter avec du grand angle. En l'occurrence, on est sur du 35 mm, mais il faut savoir que c'est un appareil photo moyen format. Donc 35 mm, ça va correspondre à peu près à du 24-23 mm sur du full frame, sur du plein format. C'est la plus grosse difficulté. Et ensuite, une fois qu'on aura pris la photo et que l'on aura correctement éclairé le modèle, en faisant jouer aussi des couleurs, on va rajouter des filtres de couleurs pour essayer de rendre un petit peu la photo plus attrayante. Après, derrière, on va cropper, on va couper dans la photo, puisqu'on a la chance d'avoir un capteur de plus de 150 millions de pixels. Donc ça nous permet éventuellement de réduire le champ et de pouvoir vraiment faire son cadre, parce que là, c'est très très compliqué de faire un cadre directement, même si c'est ce qui est recommandé quand on fait une photo. Ça nous évite de faire trop de post-production. Là, on ne pourra pas. Donc là, on est dehors, la météo joue un peu à cache-cache avec nos nerfs, donc on est obligé de faire deux choses. D'abord, c'est de regarder les nuages, tout simplement, et d'anticiper, entre guillemets, la météo qu'on avait en prévision le matin grâce aux différentes applications. On savait qu'à peu près à cet horaire-là, on aurait le soleil qui ferait son apparition. Et là, on attend le bon moment, et surtout, on va vouloir jouer avec cet Apollon qui est recouvert de feuilles d'or, pour faire en sorte que le soleil tape dessus avec une très 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 bonne exposition, et puis en même temps que l'extérieur de cet Apollon, c'est-à-dire tout ce qui est autour, soit suffisamment ensoleillé pour ne pas avoir un contraste trop important en fait. Quand on est photographe, on regarde deux types de météo. La première, la météo standard qu'on a sur nos iPhones, sur nos smartphone habituellement, qui est d'une assez bonne prévision, mais surtout il y a des applications qui elles sont plutôt dédiées au monde agricole. Le monde agricole est un monde qui est très 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 pointilleux, et donc là on a des applications comme la météo agricole tout simplement, qui est une application gratuite et qui permet d'avoir des estimations heure par heure, mais très 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 précises. On est donc sur le parvis et l'idée c'est de trouver une intention qui attire un peu l'œil d'abord au niveau de la photographie, qui donne une certaine dynamique. Avoir un modèle qui est lancinant, qui est juste posé, c'est pas quelque chose qui va attirer l'œil du spectateur. Donc l'idée c'est qu'on travaille de la lumière. Là en l'occurrence le choix qui a été fait c'est de mettre une lumière à l'intérieur de l'observatoire qui va être en fait en contre-jour derrière la modèle, qui va arriver ce qu'on appelle la backline. Et là, en l'occurrence, on a besoin d'avoir une lumière très dure, très forte. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un magnum, un bol magnum, qui a une intensité lumineuse extrêmement forte et qui est placé exactement dans l'axe de la modèle, au niveau des cheveux, de façon à faire ressortir toute la silhouette, comme vous le verrez sur les photos qui seront finalisées. Pour la troisième photo, on est plus sur une photo, je dirais, de mode, entre guillemets, où là, on a voulu mettre en avant le modèle. Là, on est sur une photo beaucoup plus conventionnelle, où on a besoin de faire ressortir les deux éléments fondamentaux, qui sont, d'une part, l'observatoire dans le cadre des monuments historiques, et puis d'autre part, cette fameuse femme, Marguerite Auger, qui représente en fait la féminité au niveau de l'astronomie. Donc le choix qui a été décidé, c'est de mettre l'observatoire en fond, de se servir effectivement de cette butte qui est élevée par rapport à l'observatoire et qui va nous permettre de voir la tête et le buste de ce personnage de façon à ce que ça devienne en fait la photographie iconique. On n'est plus du tout sur du grand angle, on a réduit un petit peu la focale, on va être sur ce qu'on appelle un 80 mm quand on est en moyen format, ce qui correspond à peu près à un 50 mm, de façon à avoir beaucoup moins d'abord de déformation. Il faut savoir que le grand angle ça déforme un peu. Donc là on n'a plus de déformation, on a un piqué qui est exceptionnel, et surtout on va pouvoir jouer avec la lumière encore une fois, elle est toujours là, puisqu'en fait on est un peu en retrait par rapport à l'exposition du soleil, c'est surtout le bâtiment qui est ensoleillé, mais la butte où nous nous trouvons, en fait, est entouré d'arbres. Le soleil a beaucoup de mal à passer. Alors on va jouer quand même avec cette lumière qui arrive sur le regard
de la modèle. Ça, c'est la lumière naturelle, une lumière assez dure. Et puis, on va remplir la lumière sur le côté avec justement une lumière complémentaire, une fill light, une lumière de remplissage, qui va être une strip box dans ce cas-là, puisque la strip box a la particularité d'être tout en longueur. Là, on est sur une strip box qui fait 1,20 m de hauteur, sur 30 cm de large, donc on a un filet de lumière, et ça va nous permettre de rééclairer. Attention, il y a un inconvénient de ce genre de choses, c'est de bien régler le pourcentage de luminosité de la fill light par rapport à la lumière ambiante. Trop, ça devient compliqué, on en a l'impression qu'il y a un trucage, et pas assez, ça ne fait pas ressortir le visage de la modèle. Si je dois résumer cette journée, c'est beaucoup de travail en amont, avant d'arriver sur le spot, proprement dit, et de commencer à faire le shooting. Les étapes qui ont été déterminantes, c'est d'abord l'idée, la notion d'avoir un patrimoine azuréen, de choisir les lieux, et de choisir en l'occurrence l'Observatoire de Nice. C'est aussi d'amener un axe qui soit simplement logique, et d'apporter cette touche féminine par rapport à un modèle qui viendrait se mettre dans le décor. C'est cette fameuse dame, Madame Marguerite Augier, qui représente la première astronome dans la région. Ensuite, c'est le choix des costumes, puisque là, du coup, on est dans un axe temporel, on est en 1930, on arrive avec des costumes qui sont d'époque. Donc là, on a eu la chance d'avoir l'Opéra de Nice, et notamment ce qu'on appelle la Diacosmie, qui est la régie des costumes, des accessoires, qui nous a beaucoup aidé pour cette réalisation. Et ensuite, il y a le repérage. Il faut aller sur place, sur l'observatoire, avant ce shooting, pour déterminer justement les lieux et puis anticiper aussi le matériel qui sera nécessaire, que ce soit par exemple en termes de focale au niveau des objectifs ou que ce soit en termes de matériel au niveau de la lumière. Et puis maintenant, on se retrouve sur le plateau de Love Light et on va découvrir ensemble les images qui sont finalisées. Et voilà, de retour dans le studio à Paris. Alex, qu'est-ce que tu dirais pour résumer cette journée en fait, de shooting, si tu avais 3 mots à résumer? Un excellent souvenir. Voilà. Tu nous as promis qu'on allait voir les photos. Et bien maintenant, on les voit à l'écran. Oui, alors. Elles s'affichent ici dans le studio. Et elles s'affichent aussi pour vous sur votre écran. Et on a la première photo. Quand je regarde ça, quand je l'ai vu chez toi dans ton atelier, j'ai dit « Mais non, tu nous as fait un montage ». Non. Pas possible. Non, en fait, ce qui se passe sur cette photo, l'idée donc c'était de faire ressortir vraiment la modèle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a un état très intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois la lumière qui arrive sur l'observatoire, avec le soleil, on voit très bien qu'il est en jour, et on a essayé en même temps de déboucher le visage de la modèle. Donc le cerveau, lui, se dit tiens, déjà c'est bizarre, il y a un contraste qui se fait. Et en fait, c'est ce que j'aime sur cette photo, qui n'est absolument pas effectivement montée, hein, c'est une seule photo, c'est la photo qu'on a prise, qu'on voit d'ailleurs en vrai dans la vidéo. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on est avec un dos de 150 millions de pixels. Ouais, ce que tu disais, ouais. Et surtout, on a un calcul colorimétrique de la plage des couleurs qui est exceptionnellement précis, y compris en termes de luminosité. Donc cette photo, elle n'est pas totalement terminée d'être retouchée, parce qu'effectivement, on va être obligé de la retoucher un petit peu. Okay. Donc ce n'est pas une version définitive, pour justement un petit peu adoucir l'ensemble. C'est ce qu'on va essayer de faire par la suite. C'est-à-dire, quand tu dis adoucir, ça veut dire qu'on va aller travailler sur les cheveux, on va aller travailler un petit peu sous les yeux, où on a des petites ombres, des choses comme ça, on va rehausser. C'est quoi ce travail de retouche? C'est ce côté qui fait vraiment, bam, j'ai rajouté... En fait, ce qui se passe, c'est la différence de luminosité qu'il y a entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Okay. C'est ça qui choque. Donc quand je dis on va adoucir, c'est-à-dire qu'on va réduire la dynamique, c'est-à-dire qu'on va réduire à la fois le niveau des basses lumières, et en même temps on va réduire le niveau des hautes lumières entre le premier et l'arrière-plan, entre le premier plan et l'arrière-plan, pour justement réduire un peu cet ensemble. Donc dans la pratique, qu'est-ce qui va se passer? On va rééclairer la robe un petit peu, on va certainement diminuer la luminosité du visage, et éventuellement, on va peut-être baisser un petit peu les hautes lumières qui sont sur le fond. Et ça aura pour conséquence d'uniformiser. Mais cet effet-là, qu'on voit actuellement, est quand même très intéressant
parce qu'il fait vraiment ressortir la modèle. Alors vous, chez vous, vous nous dites ce que vous en pensez. Allez-y, vous pouvez le défoncer dans vos commentaires. Il adore ça. Absolument. Absolument. Et on va passer à la photo 2, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors la photo 2 qui va arriver, qui est là? Ça y est qu'on voit. Là, on l'a vu, je crois, dans le sujet. Oui. Tu as utilisé une technique bien particulière, c'est jaune d'un côté. Là, elle n'est pas retouchée, là. Non. Elle n'est pas retouchée. En fait, elle est retouchée au niveau de la peau en elle-même. Ouais. En revanche, tout ce qui est colorimétrie, remise à niveau des hautes et des basses lumières, on n'a pas encore fait un énorme travail. On a commencé un petit peu. Et puis surtout, il va y avoir effectivement le lissage de la colorimétrie, mais de la peau, de façon à avoir un dégradé un petit peu plus doux. Mais l'idée, effectivement, c'était d'obtenir sur le côté gauche de la modèle cette lumière jaune qui vient frapper son visage et qui a la particularité de venir en contraste, si tu regardes bien, avec l'arrière-plan. Alors que si on avait pris du blanc, c'est-à-dire aucun filtre de couleur. Là, en l'occurrence, on a mis un filtre jaune. Si on n'avait pas mis de filtre jaune, on aurait un effet qui ressemble exactement comme l'autre côté, mais qui aurait été beaucoup plus fade parce qu'on n'est pas dans les mêmes tonalités de la coupole. Cette couleur, cette différence de couleur nous permet, entre guillemets, d'avoir un dégradé beaucoup plus intéressant qu'avec du blanc. On résume le matériel que tu avais pour faire sur cette photo, parce que la coupole, elle est très grande. Alors, on le dit, hein, tu le racontes très bien, en fait, dans le reportage qu'on vient de voir, mais en fait, c'est vraiment très, très grand. Ouais. Et moi, quand je t'ai vu arriver avec les trois flashs, voilà, je me suis dit, ouh, ça va pas suffire, ça va suffire. Je me dis, mais non, parce que je veux faire comme ça, je veux pas tout rééclairer non plus. C'est ça. Le sujet, c'est le modèle, c'est ça. Comment tu as construit la photo? On avait trois éléments très importants dans cet espace. D'abord, la lunette astronomique qu'on voit sur la gauche de cette photo. Cette lunette, il faut savoir qu'elle fait 17 mètres. Donc effectivement, on est dans un espace très très grand pour un diamètre de la coupole d'environ 22 mètres. Donc effectivement, un espace très grand. On a le pilier également de cette lunette qui est au centre. Et pour pouvoir éclairer à coup sûr cet ensemble, on est passé par une ombrelle. On est passé par effectivement un grand parapluie XL que l'on a retourné, vers lequel en fait la lumière projette à l'intérieur du parapluie et le parapluie renvoie la lumière sur la coupole. C'est-à-dire qu'on l'a mis à l'envers en fait. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, on le voit très bien sur la partie droite de cette photo, ce fameux coloris jaune. Et là, on le doit en fait à une strip box qui, dans ce cas-là, faisait 1,80 m de haut sur 30 cm de large et qui a été effectivement filtré avec un filtre de couleur jaune pour pouvoir obtenir justement cette partie-là. Et puis on a une troisième lumière qui arrive, qu'on voit un petit peu sur la gauche, qui est en l'air à 45 degrés. C'est une octabox qui a la particularité de venir éclairer. Alors on l'a mis légèrement en arrière, on l'a pas mis pour faire en sorte d'avoir le reflet dans les yeux, d'avoir ce qu'on appelle le catch eyes. On l'a mis légèrement en arrière pour avoir cette petite lumière, j'allais dire à la Rembrandt, mais qui n'est pas placée au bon endroit, qui est juste sur le coin de l'œil, que l'on voit sur la partie gauche de l'écran et qu'on voit très bien éclairé en plan. Et puis ce que j'aimais sur cette photo, c'était effectivement une expression du regard. On voit cette photo et on voit que le regard est extrêmement intense et est capable en fait d'absorber le spectateur simplement grâce à cette interrogation de visage. On ne sait pas trop si on est dans de la réflexion ou si on est en même temps dans une affirmation. Alors les petits chats, vous aussi, sur le chat. Les petits chats, le chat. Ah, joli. Super. Vous marquez vos commentaires. Vous n'hésitez pas à nous dire photo numéro 2, ce que vous en pensez. Vous aussi. Et on va passer à la photo numéro 3. La photo numéro 3, on retourne dehors. Oui. Voilà. Et cette fois-ci, c'est un plein pied. Alors là, c'est un peu coupé dans les téléviseurs, mais je pense que derrière votre écran, vous le voyez plein pot. Donc là, ici, c'est la version plein pied. C'est la même que tout à l'heure? Alors, pas tout à fait. Non, c'est pas la même que tout à l'heure. Celle-ci est beaucoup plus reculée. On voit que cette fois-ci, la modèle est effectivement de plein pied. Et on voit aussi une chose très particulière, c'est que là, on a le réglage entre l'arrière-plan et l'avant-plan. On n'a pas l'impression que c'est un montage aussi complexe que la première photo qu'on a vue tout à l'heure.
La découpe se fait beaucoup plus faiblement. Pourquoi? Parce que justement, là, on a un meilleur équilibre au niveau des couleurs, et surtout, cette fois-ci, on a la lumière qui est exposée dans le même sens que l'arrière-plan. En l'occurrence, le soleil qui tape sur le visage. On a juste rééclairé un tout petit peu la face, la joue de la modèle, mais cette fois-ci sans mettre trop de lumière et en étant un peu plus en dessous. Ce qui fait qu'en fait, on a débouché les ombres, tout simplement. Et là, on a une photo qui est en fait la photo iconique de Marguerite Laugier devant son observatoire. Et c'est grosso modo la version la plus aboutie. Alors moi qui étais sur place, je m'aperçois d'un truc là en fait. Oui. J'étais sur place, il y a un élément qui manque. Oui, il y a un travail de retouche qui a été fait. Il y a un travail de retouche qui a été fait. C'est en train de le voir. Il y a, si vous regardez, encore une fois, vous revenez un peu en arrière, vous regardez sur la vidéo sujet, et vous regardez les images un peu backstage. C'est ça. Vous allez voir qu'il y avait un truc qu'il n'y a plus ici, et effectivement. C'est ça. J'y croyais pas que tu allais pouvoir l'éliminer comme. Bah, alors ça, c'est pas moi. En plus, là, il faut rendre à Magali ce qui appartient à Magali, puisque c'est Magali qui, on le sait maintenant dans le vlog, qui fait essentiellement toutes les retouches. Et là, c'est un travail qui a été fait par Magali. Très bien. Magali qui est de l'autre côté, en fait, qui est de... Salut Flo. Et qui est de l'autre côté, en fait, dans la régie. C'est ça. Bah écoute, il y en avait une quatrième, mais elle n'est pas totalement terminée. C'est ça. Voilà. Combien de temps tout le travail de retouche derrière, de colorimétrie, etc. Ça te prend combien de temps par photo? Ça dépend de la photo, c'est toujours pareil, c'est difficile à dire. Là, je dirais qu'il y a un travail environ d'1h30 pour arriver à reconstituer quelque chose d'un peu correct, parce que ce que l'on ne voit pas, c'est que non seulement, effectivement, on a fait disparaître certains éléments sur la photo, mais on a été obligé également de recadrer 2-3 éléments, notamment au niveau de la modèle. Donc il y a un petit travail un peu plus complexe qui a été réalisé. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps. Et alors, autre question, combien y avait-il de photos à trier il y avait environ 300 photos qui ont été réalisées. Sur ces 300 photos, il y a eu une sélection d'environ 20 à 25 photos. Et sur ces 20 à 25 photos, il va en rester 7 ou 8. D'accord. Voilà. Et alors tout ça, on le rappelle, c'est dans le cadre d'une exposition que tu prépares sur le patrimoine azuréen. C'est ça, l'idée c'est d'aller dans des lieux incontournables de la Côte d'Azur. Oui. Bien sûr, l'observatoire de la Côte d'Azur était incontournable. Donc c'est effectivement une des photos. Il y en aura d'autres, on aura l'occasion d'en parler le moment venu. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont participé à ce tournage. Il y a Magali, il y a notre amie la maquilleuse, il y a notre amie la gentille modèle. Aurélie au maquillage, Lisa Pinson qui est la modèle. On remercie bien sûr toute l'équipe de l'Observatoire Côte d'Azur qui nous a donné accès à ces lieux. On a également la Diacosmie de Nice. La Diacosmie, c'est la partie costume et les décors, théâtre et décors de l'Opéra de Nice qui nous a mis à disposition notamment les costumes et les accessoires pour cette photo. Et puis également la société Profote qui nous a permis d'avoir un dos Phase One de 150 millions de pixels pour pouvoir réaliser ce shooting, de nous avoir procuré aussi le grand angle, on en parlait tout à l'heure, quand on est obligé d'avoir un très grand angle, c'est un 35 mm. Et puis bien sûr, toutes les équipes d'Alban Créatif aussi. Oui, qui sont Jérôme, Tom, Elisa, Philippine, Lily, Sina, Marie, et bien sûr, Jérôme. Celui qui se trouve derrière cette caméra, Florian. Florian. Voilà. Son numéro de téléphone est le 06 12 24. Bisous, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao.